La désinformation est intimement liée au déroulement même du conflit actuel en Ukraine. Dans le camp des pro-russes, une nouvelle tendance a commencé à être observée par les experts, celle des fausses vérifications de faits, des faux fact-checks, un type de désinformation autant surréel que pernicieux. D'abord et avant tout présente sur le réseau Telegram, ces fausses vérifications de faits gagnent en popularité tout en alimentant encore plus la confusion qui règne autour de cette guerre. Nicolas, des fausses vérifications de faits, je pensais pas voir ça de sitôt. C'est comme les fausses nouvelles, prochaine génération, mais dans le contexte actuel du conflit en Ukraine, dis-nous un peu en quoi ça consiste. Bien, ce qu'on voit qui circule sur le web, c'est, comme tu dis, des fausses vérifications de faits qui démentent des vidéos ou photos supposément détournées qui sortent du camp pro-ukrainien. Donc, un peu comme ce qu'on fait ici au décrypteur, on dit, bon, cette photo-là circule, cette vidéo-là circule, c'est faux, voici pourquoi. Mais ce qui est particulier avec ça, et c'est ce qu'ont découvert des chercheurs du Digital Forensics Research Lab ainsi que des journalistes du média ProPublica, c'est que dans bien des cas, ces photos et vidéos-là n'ont pas circulé sur le web avant de faire l'objet de ces vérifications de faits-là. Ah bon? Ce qui veut dire donc que... Il n'y a pas de viralité. Il n'y a pas de viralité, puis c'est carrément créé de toutes pièces dans le but de faire cette vérification de faits-là. Donc, c'est une campagne de désinformation camouflée en vérification de faits, et c'est souvent propagé par des comptes pro-russes ou encore des médias d'État russes comme RT. OK, c'est plus sophistiqué et élaboré que je pensais. Parlons maintenant des cibles visées, du public visé. C'est la population russe, je présume? Bien, c'est surtout la population russe, effectivement. On voit surtout ça circuler dans des chaînes Telegram en Russie. Donc, Telegram, une application de messagerie assez populaire là-bas, dans un but, visiblement, de les désinformer, de changer un peu le discours ambiant sur la guerre, de faire douter... Le narratif. Le fameux narratif, de faire douter des images qu'on voit peut-être qui sortent de l'Ukraine, de faire penser que ça va mieux en Ukraine qu'on le prétend. Il y en a qui visent également un public occidental. Il y a des tweets qui ont été faits par des ambassades russes, par exemple, dans plusieurs pays qui propageaient ces fausses vérifications de faits-là, mais c'est beaucoup moins viral quand on vise un public hors Russie. Il y a une chaîne Telegram en particulier qui s'appelle The War on Fakes ou La guerre des infox en français. Cette chaîne Telegram-là, encore une fois, en russe, qui a plus de 700 000 abonnés depuis sa création le 23 février, donc la veille de l'invasion en Russie. Et cette chaîne Telegram-là, ce qu'ont trouvé le Digital Forensics Research Lab, c'est qu'elle s'est même métamorphosée en site web qui s'appelle thewaronfakes.com. Et ce site web-là est disponible en 5 langues, donc anglais, français, mandarin, espagnol et arabe, pas en russe. Et sur le site, on dit que le site a été parti par des administrateurs de chaînes Telegram non politiques en Russie, donc des personnes neutres qui veulent juste nous présenter les faits sur cette guerre en Russie parce qu'il y a, semble-t-il, une campagne de désinformation qui vise la Russie. Mais quand on regarde les vérifications de faits qui se font, bien, elles vont toutes dans le même sens, elles sont toutes pro-russes et on se sert de termes comme, par exemple, opération militaire spéciale. On ne parle pas d'invasion ou de guerre en Russie, donc on peut douter de la neutralité de la chose, disons. J'ai parlé avec Ingrid Dickinson, c'est une chercheure du Digital Forensics Research Lab qui s'est penchée sur The War on Fakes, qui dit que ça semble être une opération coordonnée, organisée, parce que la chaîne Telegram russe, là, on parle de 700 000 abonnés, c'est quand même substantiel, là. Ouais. Et c'est une croissance vraisemblablement organique. C'est pas manipulé parce que la chaîne est promue justement par des personnes proches du pouvoir en Russie, par des médias d'État russe comme RT. Donc, il y a une croissance fulgurante qui se fait en un mois qui semble réelle, mais elle ne peut pas aller jusqu'à dire que c'est une opération de l'État russe pour plusieurs raisons. On l'écoute. I personally believe it's probably at the very least state affiliated because it seems to have suspiciously similar goals to the Russian government in terms of kind of maintaining domestic support for the war and then undermining reporting coming out of Ukraine. I've looked into the different domains that they have, their websites, and unfortunately, they've registered them through third parties, so it's hard to find out much information about who actually created them. But we do know they appear to be based out of Moscow. Donc, tout ça émane de Moscou. Maintenant, si on y allait un petit peu plus concrètement, Nicolas, donne-nous des exemples de types de fausses vérifications de faits. Oui, il y en a plusieurs sortes. Un exemple bien concret, c'est une vidéo d'un char d'assaut
russe qui est en train de se faire détruire. Donc, on voit le char en feu avec la lettre Z qui l'identifie dessus. Mais ce que dit la fausse vérification de fait, c'est que c'est une vidéo qui a été manipulée, qu'en fait, elle a été tournée en 2014 dans le Donbass et que le Z a été rajouté par la suite grâce à un logiciel de montage. Ah, je vois. C'est pour donner l'impression, visiblement, que ça ne va pas aussi mal qu'on le dit en Ukraine pour les forces russes. Mais ce qu'a remarqué ProPublica, c'est que cette vidéo-là, avant de faire l'objet de cette vérification de fait-là, qui a été partagée tant sur des comptes Twitter d'ambassades russes que sur The War on Fake, que dans des chaînes Telegram, mais elle n'a jamais circulé avant de faire l'objet de cette vérification de fait-là, qui visiblement avait pour but de dire aux gens, faites attention à ce que vous voyez, c'est de faire douter les gens finalement de la véracité de ce qu'ils voient. Et c'est ça qui est dangereux, en fait. Exactement. Puis justement, on fait ça avec toutes sortes de moyens, là, toutes sortes de fausses vérifications. On voit d'autres photos de gens, par exemple, qui sont blessés dans des explosions. Et ce qu'on voit dans les fausses vérifications de fait, c'est que, oh non, finalement, ces gens-là, c'est des acteurs, c'est pas vraiment des gens blessés. Donc, c'est pour remettre en question les informations qui sortent de l'Ukraine. Donc, c'est fausses vérifications de faits manufacturées, créées de toutes pièces. Est-ce qu'on est en mesure, Nicolas, je sais que c'est assez récent comme phénomène, de mesurer leur efficacité, d'en établir la portée? Ce que dit Ingrid Dickinson, c'est que ce mécanisme-là de vraiment copier l'identité visuelle de vérificateurs de faits, de prendre cette crédibilité-là qui a été établie au fil des ans par des organismes de vérification de faits comme des entités neutres, comme des entités fiables, ça peut effectivement désinformer de manière efficace. It's already hard to go in and fact check disinformation. Often fact checks do not get as much viewership as the original disinformation does. So then to go in and try to debunk a fake fact check, I think you're just asking a lot from people. And then finally, I think it really muddies the waters here. Even if you see it and you don't believe the fact check, we're now just seeing that there are these two different sides that are putting out different fact checks, saying each side is spreading disinformation. It really just confuses and complicates the information environment around the war. Semer le doute, créer la confusion, on le voit très bien, c'est ça l'objectif. Et puis c'est un nouveau front qui s'ouvre sur la lutte contre la désinformation, Nicolas. Il va falloir surveiller ça. Tout à fait.